vrai qu'avec Élise, on avait quelques thématiques de prédilection. Et le partage de la valeur, c'est une thématique que je voulais absolument porter. Ben, pourquoi? Parce que dans le cadre du partenariat, l'intérêt, l'avantage de la Banque Populaire, c'est que nous, on est là pour vous donner un maximum d'informations. C'est-à-dire quel que soit l'intervenant qui sera là, on n'est pas là pour faire une démonstration commerciale de quoi que ce soit. On est là pour porter des infos. Charge à vous et libre à vous après ben, d'utiliser ces informations pour revenir vers nous si vous avez besoin de compléments ou même comme ça a déjà été le cas, d'aller voir votre partenaire bancaire ben, pour partager la suite des événements, quoi. Par rapport au partage de la valeur, il me semblait important de faire intervenir Karine qui est là. Donc Karine, ben, elle va se présenter, elle bosse avec moi au niveau de la direction des marchés spécialisés. Et ben, je vais lui laisser la parole puisque ben, j'ai fait rapidement une très très brève introduction. Merci à vous pour être connectés, merci pour votre présence, merci pour votre attention et merci pour les questions éventuelles que vous pourriez avoir. Karine, c'est à toi. Donc, bonjour à tous. Alors, on est tous les deux dans la même salle, donc c'est Ça ce y est. qui complique un peu les choses. Donc, ça y est. Je vais éteindre aussi mon son. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, je me présente, hein, je m'appelle Karine Pavlik. Donc, juste avant de vous présenter la loi sur le partage de valeur, je vais quand même me présenter. Donc moi, j'interviens sur le volet ingénierie sociale, hein, de la Banque Populaire. Donc l'ingénierie sociale, c'est tout un ensemble de dispositifs qui nous permettent d'accompagner nos clients sur différentes thématiques, hein. On aborde l'optimisation fiscale et sociale, mais également tout type de compléments de rémunération sur lesquels les entreprises sont exonérées de charges et d'impôts, hein. Idem pour les salariés, puisqu'il s'agit également de compléments de rémunération fidélisants et motivants pour les salariés. On peut travailler avec nos clients aussi la gestion des congés, mettre en place une passerelle temps, voilà, pour certaines entreprises qui souffrent, sur certains collaborateurs en tout cas de compteurs congés, voilà, excédentaires et on vous accompagne également sur tout le volet passif social de l'entreprise, anticipation des départs en retraite, des salariés. Donc voilà en gros, ce que ça englobe l'ingénierie sociale et nous travaillons également avec une filiale qui commercialise des titres de service, type, tickets restaurant, chèques cadeaux. Donc vraiment, voilà, on essaie de vous accompagner un peu sur toutes ces thématiques. Donc, là aujourd'hui, on a souhaité, vous présenter la loi partage de valeurs, qui a été votée le 30 novembre 2023 et en gros, cette loi partage de valeurs, elle étend l'accord national interprofessionnel, hein, sur le partage de valeurs. Lui, il avait été conclu en février 2023 et il était issu de négociations entre patronat et syndicats, fin 2022 qui, voilà, avaient réfléchi, à différents dispositifs qui pouvaient être mis en place dans les entreprises pour, permettre d'associer les salariés aux performances de l'entreprise. Donc, les objectifs de la loi, bon, en gros, hein, c'est de renforcer le dialogue social sur les classifications. On avait pas mal et on a encore pas mal de conventions collectives, hein, qui sont assez vieilles, donc à un peu améliorer. Faciliter et généraliser les dispositifs de partage de la valeur. Donc, c'est surtout là-dessus, hein, qu'on va focaliser notre présentation. Vous expliquer en fait les différents dispositifs que pourront mettre en place les entreprises et enfin, bon, simplifier la mise en place des dispositifs, mais ça avait été déjà un peu, amorcé après la loi Pacte et également développer l'actionnariat salarié. Donc ça, je ne vais pas développer cette partie-là. Ce que je vous disais, c'est vraiment présenter les différents dispositifs, qui s'offrent aux entreprises et qu'elles pourront choisir de mettre en place. Alors, c'est vrai que c'est une obligation, hein, cette loi partage de la valeur pour une certaine catégorie d'entreprises. Donc, je vais vous l'indiquer un peu plus loin. Alors, moi, j'aime pas trop parler d'obligation parce que bon, ça fait à peu près 14 ans, moi, hein, que je fais ce métier à la banque. Et je pense que mettre en place ces dispositifs au sein des entreprises, c'est quand même une belle opportunité. Aujourd'hui, je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui ont des difficultés pour recruter.
fidéliser les salariés. Beaucoup qui également me disent: «On donne des primes, elles sont exceptionnelles». C'est pas toujours exceptionnel les primes, hein. Il y a souvent un usage qui se crée à partir du moment où vous la distribuez, à l'occasion de 3 années consécutives, donc il faut faire assez attention à ça. Donc je pense que ça peut être des solutions, hein, qui peuvent aussi vous faciliter la vie. Et pour les salariés, ben, forcément, ce sont des compléments de rémunération, sur lesquels, on n'a pas de charges, pas d'impôts, donc c'est assez intéressant pour eux et ça peut également leur permettre, voilà, de travailler, sur, de se constituer une épargne de projet, hein, pour de l'acquisition de résidence principale, en vue de leur départ en retraite ou autre. Donc c'est tout le monde est gagnant, hein, lorsqu'on met en place ce type de dispositif. Le dirigeant peut bénéficier d'une grosse partie, hein, de ces dispositifs également. Donc ça, je vous le préciserai au fil de la présentation. Donc en fait, la loi sur le partage de valeur, c'est quoi? Ben, à compter du 1er janvier 2025, les entreprises de plus de 11 salariés, alors on dit entre 11 et 49 salariés, hein, elles vont être concernées par le partage de valeur. C'est vrai que les entreprises qui, comptent plus de 50 salariés ont obligation de mettre en place un accord de participation, dès lors qu'elles ont plus de 50 salariés sur les 5 premières années. Enfin, au-delà des 5 premières années, pardon. Moi, je rencontre encore des entreprises qui ont plus de 50 salariés et qui n'ont pas encore, finalisé la mise en place d'un accord de participation aujourd'hui. Ben parce qu'elles étaient pas arrivées au bout des 5 ans. Donc, quand on dit 11-49 salariés, ça peut être 11 et plus de 49 même, hein, qui vont être concernés par ce partage de valeur. Donc c'est avoir plus de 11 salariés et dégager un bénéfice net fiscal, pendant 3 ans, au moins égal à 1 du chiffre d'affaires. Voilà. Donc, toutes ces entreprises devront, à partir du 1er janvier, avoir mis en place quelque chose et décider, d'intéresser ses salariés aux performances de l'entreprise. Donc il y a plusieurs dispositifs qui vont pouvoir être envisagés par l'entreprise. C'est soit ouvrir un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne retraite et mettre en place un système d'abondement. Donc je vous expliquerai comment ça fonctionne, l'abondement. Soit conclure un accord d'intéressement ou bien un accord de participation, ou encore donner la fameuse prime partage de valeur que beaucoup d'entreprises distribuent aujourd'hui, hein, de toute façon. Donc déjà, je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes dans le partage de valeur. Alors la loi aujourd'hui n'impose pas de montant, donc on peut, décider, voilà, de faire du partage de valeur, avec une prime de 100 €. Alors moi, je pense qu'il faut quand même que ça reste quelque chose de motivant et que ça ait quand même aussi, voilà, un effet pour l'entreprise. Si on intéresse ses salariés aux performances de l'entreprise, il faut que derrière les salariés peut-être se donnent et qu'en face, ben, voilà, ils perçoivent un montant, qui soit suffisamment significatif. Alors le partage de valeur, je vous disais, c'est plusieurs dispositifs. Donc vous pouvez continuer à distribuer la fameuse prime, partage de valeur, anciennement appelée prime pouvoir d'achat, anciennement appelée prime Macron. Donc en fait, à partir de 2025, hein, les entreprises peuvent distribuer 2 primes par année civile, dans la limite du plafond d'exonération. Donc on Vous est pouvez. toujours sur un plafond de 3 000 €, hein, et si l'entreprise a mis en place un accord d'intéressement, on pouvait aller jusqu'à 6 000 € par bénéficiaire. Donc on est toujours dans ces montants-là. La nouveauté, en fait, c'est que pour les entreprises de moins de 50 salariés, donc là, il y a pas vraiment de nouveauté, elle restera défiscalisée, cette prime, pour les salariés qui touchent moins de 3 fois le SMIC. Pour ceux qui perçoivent une rémunération supérieure à 3 fois la valeur du SMIC, dans ces cas-là, cette prime sera fiscalisée et la nouveauté, c'est qu'ils pourront aller l'épargner sur un plan épargne entreprise ou un plan épargne retraite pour échapper à la fiscalité. Hein. On pourra épargner une partie, pas la totalité. Aujourd'hui, on attend le décret, hein, c'est pas encore, possible de verser cette fameuse prime sur ces plans. Ça ne devrait pas tarder de toute façon. Pour les entreprises qui emploient plus de 50 salariés, la prime qui jusqu'alors était exonérée, hein, fiscalement ne le sera plus. Donc, la seule option pour les salariés dans les entreprises de plus de 50, pour échapper à la fiscalité sera, de pouvoir placer cette
cette prime sur un plan d'épargne entreprise et ou retraite. Deuxième solution, la mise en place d'un accord d'intéressement. Alors, moi, j'ai un petit faible pour l'accord d'intéressement par rapport à la PPV. Parce qu'aujourd'hui, l'accord d'intéressement, c'est un peu le même principe que la fameuse prime partage de valeur. C'est une prime collective qui va pouvoir être distribuée aux salariés, mais il y a des critères de déclenchement, hein, sur cette prime d'intéressement. Donc, c'est le chef d'entreprise qui va définir les critères, et également, l'enveloppe, en fait, qu'il va distribuer. Donc, également, comme la PPV, cette prime d'intéressement, elle est exonérée de charges patronales et de charges salariales et elle va pouvoir être exonérée d'impôts si elle est versée sur un plan d'épargne entreprise ou un plan épargne retraite. Donc, elle fonctionne exactement de la même manière que la PPV, cette prime d'intéressement, si ce n'est qu'on peut aller sur des montants supérieurs, hein, aux 3 000 ou 6 000 € si on veut. Mais surtout, on va pouvoir s'appuyer sur des critères qui sont pas alors moi, j'entends souvent des clients qui me disent: «Oui, mais moi, ça m'embête un peu de mettre en place un accord d'intéressement, parce que je vais devoir, communiquer mon résultat, aux salariés. Ils comprennent pas bien comment ça fonctionne, c'est pas parlant pour eux». Je suis d'accord avec ça. En fait, on n'est pas obligé de mettre en place un intéressement sur du bénéfice. On peut mettre en place sur un intéressement sur plein de critères, des critères RSE, hein, sur les consommations d'énergie, d'eau, sur, des critères sociaux, absentéisme, accident du travail ou, également, critères de satisfaction client, critères de productivité, plein d'autres critères qui sont propres à chaque entreprise. L'avantage de l'intéressement, enfin, mon sens, hein, par rapport à la PPV, c'est que vous pouvez l'animer, cet intéressement et trimestriellement, voilà, pousser les salariés à aller, voilà, à s'investir davantage et pour pouvoir aller, déclencher cette fameuse prime d'intéressement. Contrairement à la PPV qui souvent arrive en fin d'année, elle est négociée ou pas, tout dépend de la taille de l'entreprise et le chef d'entreprise va décider de distribuer certains montants. Mais voilà, généralement, elle s'appuie pas sur des critères de performance au sein de l'entreprise. Un intéressement, ça peut être mis en place à partir du moment où l'entreprise compte un salarié et contrairement à la PPV, le dirigeant peut bénéficier également de cette prime d'intéressement. Alors c'est un accord collectif qui peut être, rédigé pour 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 5 ans et il peut être revu chaque année également. La seule, «contrainte» entre guillemets, hein, pour cette année de l'intéressement, c'est pour que les entreprises qui vont décider de donner un intéressement en 2025, doivent avoir, mis en place cet accord d'intéressement 6 mois avant la date de clôture de leur exercice. Donc pour la plupart des entreprises, hein, des clients qu'on rencontre, la clôture étant au 31/12. Si le choix se porte sur l'intéressement, il faut finaliser ça avant, fin juin. Donc l'autre possibilité, c'est de mettre en place un accord de participation, alors volontaire avec une formule dérogatoire. Alors vous voyez, la participation, elle est obligatoire pour les plus de 50 salariés, ce que je vous disais et avec une formule imposée. Ah, je vais trop vite. D'accord, pardon. Oui, c'est difficile en fait, Ouais. donc avec une formule imposée, hein, donc vous voyez la fameuse formule, légale de la participation. Donc c'est un peu compliqué de connaître en fait, son enveloppe participation puisque la formule, c'est la moitié des bénéfices, moins 5 des capitaux propres, multiplié par, les salaires sur la valeur ajoutée. Donc, pour les salariés, c'est un peu moins parlant, la participation. Quoi qu'il en soit, les entreprises qui dépassent les 50 salariés, de toute façon, ne pourront pas déroger et vont devoir mettre en place cette participation.
Alors, ce que change la loi sur le partage de valeur, c'est qu'avant, quand on avait obligation de mettre en place la participation, si on avait mis en place un accord d'intéressement, ça différait d'autant plus l'obligation de mise en place de la participation. Aujourd'hui, dès qu'on va dépasser les 50 sur les 5 premières années, on devra mettre en place un accord de participation et si l'entreprise le souhaite, elle pourra rajouter derrière, d'autres accords, soit intéressement, soit distribuer de la PPV. Donc ça sera possible, mais voilà, il faudra quand même de toute façon répondre à l'obligation au bout de la 5e année. On peut, si on a moins de 50 salariés, mettre en place également un accord de participation. Et avec une formule dérogatoire qui peut aussi donner, alors un résultat différent. Souvent, en général, hein, là, on vous dit un résultat supérieur ou inférieur. Généralement, quand on met en place, voilà, une formule dérogatoire, c'est aussi pour que ce soit, peut-être plus favorable aux salariés et on peut, distribuer cette fameuse prime de participation, uniquement basée sur les bénéfices de l'entreprise. Donc en fait, là, vous avez un petit récapitulatif de tout ce qu'on peut mettre en place, à partir de 2025. Soit l'entreprise, rédige un accord d'intéressement et met en place un accord d'intéressement qui sera, effectif sur l'exercice 2024 et ensuite, ben, le versement interviendra en 2025. Soit un accord de participation sur la base de la formule, légale ou dérogée. Soit, ben, vous pouvez distribuer de la prime partage de valeur ou encore, ce que je vous disais au début, c'est qu'on peut simplement ouvrir les dispositifs d'épargne salariale, plan épargne entreprise, plan épargne retraite et proposer aux salariés qui le souhaitent, hein, d'aller épargner à l'intérieur et derrière l'entreprise pourrait compléter les versements des épargnants par un complément qui s'appelle l'abondement. Donc en fait, c'est un peu différent parce qu'aujourd'hui, si on met en place un accord d'intéressement, un accord de participation, une PPV, ça va être quand même vous allez quand même devoir faire dans le collectif, hein. On ne peut pas exclure des salariés, sur de la PPV, de l'intéressement ou de la participation. On peut donner, un montant différent, parce que, si je prends l'exemple de l'accord d'intéressement, on peut rédiger un intéressement, et chaque, poste, de travail bien défini dans l'entreprise peut avoir son propre objectif et sa propre enveloppe. On peut aussi donner un accord d'intéressement, sur la base de critères collectifs, mais on va redistribuer cette prime proportionnellement au salaire, proportionnellement au temps de présence. Donc, en fait, on peut quand même faire moduler, hein, les montants qu'on va distribuer à chacun, mais là, ça restera du collectif. Si on met en place de l'épargne salariale avec un système d'abondement, c'est également collectif, hein, puisque l'abondement, c'est un coefficient multiplicateur qui va être compris entre 0 et 300 et le chef d'entreprise va dire: «Mais voilà, moi, je décide de mettre en place un abondement». Alors là, vous voyez, par exemple, je suis partie sur un taux à 100 en disant aux salariés: «Ben, dès lors que vous allez verser, l'entreprise vous donnera l'équivalent de votre versement donc, mais par contre, on va plafonner cet abondement en montant. Donc, vous allez dire à vos salariés: «Voilà, je donne un abondement à 100 je mets un plafond de 500 € par an et par personne». Donc, on ne prendra pas, un risque supérieur que, l'enveloppe individuelle de 500 € par collaborateur. Par contre, pour aller chercher cet abondement, il faudra que le salarié fasse un versement. Donc, le salarié qui va verser 500 € pourra bénéficier des 500 € d'abondement de l'entreprise. Celui qui versera 100 € ne recevra que 100 €, hein. Donc, c'est en fait le versement du salarié qui déclenchera en fait, l'abondement. Donc là, en fait, le caractère oui, il y a un caractère collectif, hein, puisque les dispositifs d'épargne seront proposés à tous les salariés. Maintenant, il faut être clair, si on met en place un système d'abondement dans une entreprise
tous les salariés n'auront pas la capacité en fait d'aller placer leur épargne soit sur un plan épargne d'entreprise où l'épargne est placée pendant 5 ans, soit sur un plan épargne retraite. Hein, donc là, ça dépend après, voilà. Donc c'est pour ça que je reprends un peu ce que disait Gabriel, c'est qu'aujourd'hui, sur tous ces dispositifs, on va faire du cas par cas, puisqu'on va essayer de comprendre en fait quels sont les besoins d'entreprise, quels sont les objectifs et quelle solution serait la mieux adaptée en fait en fonction voilà, de ce que souhaitent mettre en place nos clients. Donc là, je vous montre un petit tableau pour vous montrer l'intérêt. Alors là, on parle d'abondement, mais en fait, il faut comprendre que tous les dispositifs que je vous ai présentés, hein, que ce soit la prime d'intéressement, prime de participation, prime partage de valeur ou abondement, tous bénéficient d'une exonération de charges patronales. Donc aujourd'hui, quand une entreprise donne un complément de revenu de 1 000 €, le coût pour l'entreprise, coût réel, hein, on est sur du 1 500 €. Le salarié, lui, quand il va percevoir les 1 000 €, une fois qu'il va payer les charges salariales, enfin qu'on va lui prélever les charges salariales, CSG, CRDS plus l'impôt, et là encore, dans l'exemple, on est parti sur une tranche d'imposition à 11 %. Pour 1 500 € qui sont sortis voilà, de l'entreprise, réellement dans la poche du salarié, il restera 676 €. Si on est sur ce type de complément de rémunération et de dispositif, hein, comme je vous disais, abondement, participation, intéressement, l'entreprise est exonérée de charges patronales. Hein, donc le coût, par exemple, pour 1 000 € sera de 1 000 €. Le salarié, lui, il est exonéré sur la totalité des dispositifs des charges salariales, sauf CSG, CRDS. Et si derrière, il décide de placer sa prime d'intéressement participation, ou bien l'abondement est automatiquement placé, lui, mais dès lors qu'il va placer cette somme sur les plans d'épargne salariale, il sera exonéré d'impôt sur le revenu. Donc, vous voyez que sur les 1 000 €, finalement, l'entreprise, ça lui coûte 1 000 € et le salarié, il peut espérer récupérer 903 €. Donc, c'est ce que je vous présentais au départ, hein, c'est que tout le monde est gagnant en fait. Alors, autre chose importante, c'est qu'il n'y a pas d'usage qui se crée, c'est-à-dire qu'on peut toujours revenir sur ce qu'on a fait. Si en 2025, le choix se porte sur l'un des dispositifs, que ce soit PPV, intéressement, participation, on peut revenir, enfin, participation, je parle de participation volontaire hein, pour les moins de 50. On peut revenir dessus, on peut soit décider de partir sur des accords d'1 an, soit dénoncer les accords, soit faire un avenant. Donc, vous avez quand même pas mal de liberté. Idem pour les montants qu'on souhaite distribuer. On peut partir sur une idée de montant et les faire évoluer également au fil des ans. Il y a une question quand même. Il y a une question, oui, parce que je ne vois pas en fait quand je présente. Donc, pour une entreprise de moins de 50 salariés, si on a un accord d'intéressement et qu'on donne effectivement une prime d'intéressement, il est obligatoire d'avoir un PE ou un PERCO. Ou peut-on simplement verser cette prime directement aux salariés? C'est possible de verser cette prime directement aux salariés. Quelle obligation sur ces PE PERCO? Il n'y a pas d'obligation de mettre en place les PE PERCO avec de l'intéressement aujourd'hui. Juste, ça peut être intéressant et qu'est-ce qui se passe? Là, je dis de rien. Ah, pardon. Ça peut être quand même plus intéressant pour certains salariés, en tout cas, d'avoir l'opportunité d'aller placer cette prime soit sur un PE, soit sur un PERCO pour échapper à la fiscalité. Hein, donc souvent, moi j'entends souvent des chefs d'entreprise, j'en ai vu un hier notamment qui me disait avoir mis en place un accord d'intéressement sans PE PERCO et une de ses collaboratrices était même un peu gênée parce qu'elle lui disait voilà moi ça rentre dans mon revenu donc derrière ça me fait perdre des droits à certaines allocations ou autres. Puisque ça augmente le revenu fiscal de référence dès lors qu'on va l'encaisser. Donc, ça peut intéresser certains salariés. Et juste, en fait, le PE PERCO, il n'y a pas d'obligation, c'est juste une coquille qu'on ouvre, une enveloppe, une commode. Moi, j'appelle ça une commode avec 2 tiroirs. C'est facultatif. Et uniquement les personnes qui veulent aller épargner dedans vont pouvoir aller épargner à l'intérieur. On n'oblige personne à les utiliser. Donc, c'est un petit plus que peut mettre en place l'entreprise.
Donc, moi, je pense que ça peut être intéressant pour certains salariés. Et idem, si le chef d'entreprise perçoit la prime d'intéressement, ben, il peut la verser sur son PE ou son PERCO. Et elle peut également aussi, on peut envisager de l'abondement. Il n'y a pas d'autres questions pour Pour le l'instant? moment, non. Et par contre, si je peux rajouter quelque chose, c'est aussi un moyen complémentaire que de rentrer dans ce qu'on appelle solution RH qui permet de fidéliser encore mieux les salariés parce que ça leur montre que l'entreprise a mis en place des moyens qu'on appelle, nous, extra-salariés, quoi, en fait. Donc, en plus, ce qui est intéressant avec l'épargne salariale, c'est ce que je vous disais, c'est que sur le PE, l'épargne, elle est placée pendant 5 ans. Donc, c'est vrai que c'est long hein, pour certains salariés de se dire, je vais bloquer une prime pendant 5 ans ou je vais recevoir de l'abondement, mais je pourrais récupérer ça qu'au bout de 5 ans. Il y a quand même des cas de déblocage anticipé. Donc, ben, des salariés, même, enfin voilà, même les chefs d'entreprise, hein, tout le monde peut se retrouver dans le cadre d'une acquisition de résidence principale, construction, agrandissement. On peut débloquer aussi par anticipation dans le cadre du mariage, du PACS, naissance troisième enfant, création d'entreprise. C'est pas nécessairement par le salarié, hein, ça peut être par ses enfants, son conjoint. Il y a le divorce avec un enfant à charge. Si le salarié quitte l'entreprise, cessation du contrat de travail, il peut récupérer aussi l'épargne qui est placée sur le plan épargne entreprise. Bon, après, il y a des cas moins drôles, hein, surendettement, violence conjugale, le décès. Mais en fait, cette épargne, on peut la libérer facilement. Et justement, pour une entreprise qui verse de l'intéressement à ses salariés, par exemple, euh, bah là, c'est en juin ou autre, un salarié qui a prévu de se marier en juillet peut placer son épargne et la redébloquer derrière. Il attendra seulement un mois, mais par contre, il va échapper à l'impôt. Donc, il y aura un gain pour lui aussi. Donc, souvent, c'est des petites astuces qui sont assez sympas et qui font plaisir aux salariés. Alors, le PERCO, c'est plus difficile hein, de libérer l'épargne. C'est vraiment un placement retraite. On peut libérer plutôt pour l'acquisition de la résidence principale. Après, c'est invalidité, décès, surendettement. Ce que disait Gabriel, et c'est assez sympa, moi j'aime bien mettre en place ces 2 volets dans les entreprises parce que bah, les salariés souvent versent leurs primes hein, sur le plan épargne d'entreprise. Sur le PERCO maintenant, enfin, on appelle ça d'ailleurs un PERCOL, euh, aujourd'hui les salariés peuvent, s'ils le veulent, se faire aussi de l'épargne retraite à titre personnel, donc faire des versements volontaires mais aussi des versements volontaires déductibles. Donc, selon leur tranche d'imposition, alors je dis salariés, c'est aussi nos chefs d'entreprise, hein, clients chefs d'entreprise avec lesquels on travaille aussi là-dessus, sur voilà, la diminution de leur assiette fiscale imposable pour baisser la tranche d'imposition. Et ça, on a la possibilité de faire ça également sur le PERCO. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on ouvre, qu'on propose aussi les 2 volets. Ce que je vous disais en introduction, le PERCO permet également de gérer des congés. Donc, on peut mettre en place aussi une passerelle temps qui va permettre à l'entreprise de payer des jours de congé à ses salariés jusqu'à 10 jours par an, bénéficier d'une partie d'exonération sur les charges patronales, idem pour les charges salariales, et ça permet aussi de solder des compteurs congés en souffrance et de ne pas avoir à mettre en place un compte épargne-temps qui est très, très lourd en termes de gestion et compliqué. Donc, c'est vrai qu'on arrive à apporter ce type de solution aussi à nos clients avec le PERCO. Autre nouveauté dans la loi sur le partage de valeur, c'est des nouveaux cas de déblocage anticipé. Bon, là encore, on attend le décret, hein, mais qui vont sortir sur le PE. Donc, je vous disais, il y en a déjà 10. 3 nouveaux cas de déblocage, donc c'est plus vraiment de l'épargne bloquée, hein, l'épargne salariale, puisqu'en fait, on pourra récupérer avant le délai des 5 ans notre épargne si on a des dépenses qui sont liées aux rénovations énergétiques hein, dans notre résidence principale. On pourra récupérer notre épargne si on souhaite acquérir un véhicule propre et également dans le cadre des dépenses liées à l'activité de proche aidant. On pourra aussi libérer cette épargne-là. Donc là, c'est juste une petite slide en synthèse, voilà, pour montrer qu'en fait, sur tous ces dispositifs, bien sûr, on a des plafonds de rémunération.
Bon, toutes les entreprises ne peuvent pas aller sur ces montants-là, hein, ça va dépendre du nombre de salariés. Mais on peut, voilà, quand je vous parlais d'abondement, on peut mettre en place de l'abondement et décider d'abonder à hauteur de 200 € par personne et par an. Mais on fait beaucoup d'optimisation fiscale aussi avec nos dirigeants. Donc, dès lors qu'on a une entreprise qui a plus d'1 salarié, et qu'il existe un lien de subordination entre le dirigeant et son salarié, ben, on peut mettre en place de l'épargne entreprise avec un abondement plafond. Donc cette année, le plafond, c'est 3 709 €. On peut rajouter un PERCO avec un abondement plafond et on peut aller jusqu'à 7 400 €. Donc ne serait-ce qu'en abondement, hein, par personne et par an, on est sur des enveloppes, qui sont supérieures à 11 000 €. L'intéressement, on peut donner aussi de l'intéressement, hein. On peut le mettre en place un accord à partir de 1 salarié et l'enveloppe là, que ce soit pour l'intéressement et la participation, elles sont de 34 776 € cette année pour, les 2 dispositifs. Donc ça veut dire qu'on peut quand même aller chercher de la rémunération non chargée et non fiscalisée, hein, jusqu'à, un peu plus de 80 000 € par an. Bon, ça, c'était un peu, le mot de la fin pour faire rêver, mais mais c'est surtout pour dire que, voilà, on peut aménager et tout va dépendre de la taille de l'entreprise et surtout de ce que souhaite, mettre en place ce chef d'entreprise. Voilà, je m'arrête de parler. Vous allez peut-être pouvoir poser des questions parce que j'ai peut-être parlé un peu trop rapidement, j'en suis désolée en début de présentation. T'inquiète pas, Karine. Merci beaucoup pour Est-ce que cette vous avez des intervention. questions? Pour information, J'entends pas. Voilà, ça y on est. vous enverra le PowerPoint et on a enregistré le webinaire aussi qui sera diffusé. Diffusé. C'était très clair, dit Talia. Merci, Talia. Oui, Christophe Merves, tu as une Oui, question. oui, j'en ai plusieurs. Bonjour, merci pour Bonjour. ces informations. J'ai une première question concernant le PERCO. Donc, pour moi, ce que je comprenais du PERCO, c'est qu'il y avait une somme versée par l'employé et un abondement de l'entreprise. Mais ça, c'était figé, c'était un accord annuel qu'on pouvait remettre en place à la fin de chaque année, enfin, qu'on était obligé de maintenir jusqu'à la fin de l'année, tout en ne sachant pas si on allait faire du résultat ou pas. Alors le PERCO, on n'est pas obligé de mettre de l'abondement ni sur le PE ni sur le PERCO. D'accord? D'accord, oui, on peut être à Heu, zéro, je suis d'accord. Ça peut Mais par être à contre, 0. Par contre et les abondements, vous pouvez également les modifier plusieurs fois dans l'année. je pensais que c'était, on le Non, définissait une fois par an et non. puis, on allait jusqu'à la fin de l'année. Non, non, c'est un abondement, vous pouvez le modifier régulièrement. L'idée, en fait, quand on dit qu'il faut pas le modifier trop souvent, c'est juste moi, ce que je dis à mes clients, hein, allez pas mettre un abondement à 300 sur du PERCO et à 7 000 € plafond le 30 décembre. Versez pas le 30 et remettez pas l'abondement à 0 le 31. Il faut laisser suffisamment de temps aux salariés, pour, verser sur ces contrats-là. Donc ça peut être, décidé en fin d'année, un abondement, que ce soit sur le PE, sur le PERCO. Les abondements, vous pouvez les mettre en place, courant novembre mais il faut donner l'information aux salariés et vraiment, voilà, leur laisser suffisamment de temps. Donc s'ils ont un mois, ils peuvent largement verser, sur le PERCO et aller chercher de l'abondement. Il y a pas mal D'accord. d'entreprises d'ailleurs qui mettent en place l'abondement une fois qu'ils ont fait, eux, un atterrissage de trésorerie, justement. Oui, voilà, Mmh. oui, on a Pour des éviter de entreprises se qui retrouver le coincés. tout à fait. D'accord. Mmh. Et 2e question, vous avez dit que le salarié, enfin les salariés peuvent, abonder leur PERCO volontairement et dans ce Ils peuvent cas-là, il y verser a un un ticket abondement ou pas? Ça dépend. En fait, il arrive qu'on ouvre des PERCO dans les entreprises pour que les salariés aujourd'hui puissent faire des versements volontaires et ne pas aller ouvrir un plan épargne retraite auprès de leur banque parce que, bah, le PERCO est ouvert par l'entreprise, les frais de gestion sont pris en charge par l'entreprise. Le salarié va c'est facultatif, mais celui qui le veut peut s'ouvrir un compte à l'intérieur d'un PERCO, faire du versement volontaire, déductible ou non. En plus, il aura le choix. Je ne veux pas déduire ces versements de mon assiette imposable ou je demande à ce que ces versements soient déductibles.
Donc ça, il peut le faire aussi. Et derrière, l'entreprise n'est pas obligée de donner un complément d'abondement. C'est juste permettre aux salariés de se constituer une épargne retraite s'ils le souhaitent, grâce à son entreprise qui va payer la gestion du contrat, hein, les frais de gestion sur le PERCO. Et c'est également permettre aux salariés qui a travaillé aussi chez un ancien employeur et qui bénéficiait peut-être d'un contrat article 83 ou, je sais pas moi, un autre placement retraite ou un ancien PERCO, de transférer cette épargne sur le PERCO du nouvel employeur. Depuis, vous savez, depuis la, la, la loi Pacte et le PER, en fait, l'idée du PER, c'était de pouvoir en fait permettre aux personnes de faire suivre en fait tout au long de leur carrière leur placement, de regrouper l'ensemble des placements d'épargne retraite. Et c'est ce qu'on peut aussi permettre voilà, aux salariés des entreprises en ouvrant un PERCO. D'accord, parfait. Mmh. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Je vois qu'il y a... Talia, je vous vois en train d'écrire. Alors, Talia, elle travaille pour Riocéan, adhérent Montpellier. En attendant que Talia écrive, on a Aziz qui a une question. Donc, Aziz, SD Bonjour. Tech à Alès. Bonjour. Bonjour. Je l'ai oublié la question. Non. Ah, C'est vrai, je l'ai oublié. Non, ça concerne l'intéressement. Moi, j'en ai une autre. Quand on a un CSE, est-ce oui. que le contrat d'intéressement doit être discuté avec eux ou est-ce que c'est le chef d'entreprise qui décide? Ça peut être mis en place par décision unilatérale de l'employeur sur une entreprise de moins de 50. Ça dépend de la taille de l'entreprise. Voilà. D'accord. Après, en termes de critères, c'est toujours le chef d'entreprise qui va décider, qui va Mhm. soumettre, s'il y a besoin, on présente ça en CSE. Généralement, c'est jamais mal perçu hein, par les CSE, c'est toujours quand même bien apprécié, l'intéressement. Ce sur quoi, voilà, si on est obligé de négocier avec le CSE, ce sur quoi ils vont peut-être vouloir négocier, c'est sur les critères de distribution, sur le côté temps de travail, salaire ou autre, voilà. Mais si c'est moins de 50, on peut mettre en place un intéressement sur décision unilatérale de l'employeur. Aujourd'hui, c'est ce qui est facilitant grâce idem pour le plan épargne entreprise et le PERCO, on peut les mettre en place, sans aller demander à consulter l'ensemble des salariés comme on était obligé de le faire, jusqu'alors, quoi. D'accord. Et Mmh. deuxième question, c'était les congés qu'on peut placer dans le PERCO. Oui, oui. Ça, en fait, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un dispositif avant, Non, est-ce qu'il y a- en fait, c'est il faut juste avoir le PERCO d'ouvert, c'est ça? c'est juste l'ouverture du PERCO qui permet, en fait, de créer cette passerelle-temps. D'accord. Donc, Donc supposons qu'un salarié n'a pas pris 10 jours et il veut les placer. On calcule, c'est le voilà. brut ou chargé ou c'est quoi? En fait, il y a au niveau des charges patronales, l'entreprise bénéficie d'une exonération de 30% sur les montants. Le salarié 7%, donc ça, c'est quand, vous allez calculer, si c'est je ne sais pas qui, gère, les payes des salariés dans l'entreprise, mais c'est au moment de l'édition du bulletin. Voilà, il y a un logiciel qui va vous permettre de calculer, en fait, l'équivalent, de 10 jours, au titre de la passerelle temps et d'exonérer, en fait, et l'entreprise et le salarié de ces fameuses charges. Plus RTT. Voilà, donc on peut placer 10 jours de congé, c'est vrai que Gabriel me le répète, 10 jours de congé, c'est des jours de repos aussi, des RTT et voilà, c'est au-delà de la 5e semaine, non prise, donc on a aussi des fois dans certaines entreprises, ben voilà, des salariés qui font des heures sup ou autres et ça peut solutionner, pour certains en tout cas, parce que c'est du versement sur du PERCO, mais pour certains salariés, ça peut être, intéressant et pas nécessairement des salariés qui sont proches du départ en retraite parce qu'on a des jeunes, des fois, qui le font, qui sont payés des jours pour, se constituer un apport pour leur, résidence principale. D'accord. Donc, ça leur fait, bien entendu, moins de 2 jours de congé. C'est ça, hein? Ah oui, mais c'est OK. surtout quand on n'arrive pas à les faire prendre à tout le Ouais, monde et c'est vous êtes ça. dans certaines entreprises, il y a des cadres aussi qui peuvent pas les poser ou même pas que des cadres, hein, moi, Ouais, je rencontre ça fréquemment dans les entreprises. ouais. Il y en a quand même pas mal qui, au-delà des congés des RTT, qui mettent aussi le 13e mois pour essayer de maîtriser un peu mieux leur fiscalité. Oui, mais là, dans ce cas-là, il faut un compte épargne-temps. Ouais. Mmh.
Mais après, on peut aussi Mais voilà, compter par temps, c'est assez compliqué à gérer parce qu'en fait, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Donc, on a tellement mis de choses dans les entreprises, on veut tellement dire, ah bah tiens, c'est super, on va permettre aux salariés de faire ça, 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 ça avec le compte par temps. Qu'après, en termes de gestion en interne, c'est très, très dur. D'accord. Donc, si je reviens au congé, il faut, parce que les salariés ne sont pas forcément informés de ça, il faut les en informer pour qu'ils soient volontaires s'il y a besoin, c'est ça? Voilà, il suffit d'ouvrir un perco et leur donner l'information, leur disant, Mm. vous avez la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de vous faire payer des jours de congé. Vous savez que vous pouvez leur payer jusqu'à 10 jours par an. À vous de voir D'accord. après, les entreprises, souvent, mettent aussi des périodes pour pas que les salariés viennent les voir tous les 4 matins. Donc, disent, ben voilà, on paiera les congés en mai ou en décembre. Mais voilà, c'est Mm. souvent... D'accord. Euh, Merci. merci à vous. Talia a posté une nouvelle question. Si l'entreprise ouvre un PE ou PERCO, est-elle obligée de les conserver le temps que les salariés les utilisent? Quelle possibilité de s'en retirer? Alors, parce que oui, l'entreprise peut ouvrir un PE, un PERCO, et les salariés peuvent épargner. La question, c'est de dire si l'entreprise décide de le clôturer. Mais dans ce cas-là, en fait, les frais de gestion seront à la charge des salariés. Hein, ils auront de l'épargne salariale, mais l'entreprise ne paiera plus les frais de gestion puisqu'elle va vouloir supprimer ce contrat-là. Les frais de gestion sont à la charge des salariés. Idem pour les entreprises qui ont des salariés qui placent sur des PE PERCO, moi j'en vois beaucoup. Elles oublient d'indiquer sur le site de la filiale qui gère l'épargne salariale que les salariés ont quitté l'entreprise et elles continuent à payer les frais pour des salariés partis. Donc, si on signale que le salarié est parti, eh ben, c'est le salarié qui doit payer les frais de gestion de son compte, en fait. Mm. Et si petite question subsidiaire, du coup, si l'entreprise souhaite clôturer le plan d'épargne avant la date de défiscalisation, est-ce que les salariés Peuvent débloquer? peuvent retirer ou débloquer? Non. Non, C'est soit non, ils c'est payent les vraiment... frais. Ok. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas trop... Ça se fait pas souvent quand même, ça, puisque c'est pas trop motivant. Enfin, le message qu'on passe aux salariés est pas trop Hmm. positif. Donc, ça se fait pas, mais on peut le faire, hein, voilà. Mais c'est rare qu'on le voit. Vous avez d'autres Oui, c'est plus questions? par obligation. C'est pas, ce serait pas une avancée Oui, sociale. mais alors après, tout dépend pour quelle raison on veut le clôturer aussi. Voilà, ça dépend. Ça dépend du Est-ce qu'il y a contexte. Merci Karine. Il y a d'autres questions? Je vois pas de main levée. C'est bon pour tout le monde? Aziz, Christophe, oui. Je vois pas tout le monde en vidéo. A priori, Talia, vous aviez fini aussi? Bon, eh bien, très bien. De toute façon, si besoin, sur la présentation, il y aura les coordonnées de Gabriel et de Karine. On va vous l'envoyer dans la foulée. Moi, j'ai trouvé ça très complet, très intéressant. Je vous remercie beaucoup tous les deux pour cette intervention qui arrive à peu près au bon moment entre le vote de la loi et puis l'échéance du mois de juin pour la mise en place des accords. Merci à tous pour votre participation et puis restez connectés, hein. On aura des petits webinaires de ce type-là bientôt. Je vous souhaite bon appétit et puis au plaisir de se recroiser, de se rencontrer pour ceux que je ne connaîtrai pas. Merci pour votre présence. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci.